Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, la commission des lois a qualifié le programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » de parent pauvre de la mission « Justice » du fait de la quasi-stabilité depuis 2024 des crédits, la dernière augmentation remontant à 2023. Seuls 70 postes seront créés en 2026. Vous l'avez d'ailleurs vous-même pointé, monsieur le ministre, devant la commission des lois, les moyens stagnent. En outre, la commission a pointé 3 sujets problématiques. D'abord, le climat social préoccupant au sein de la PJJ, manque de transparence de l'administration, tendance délétère en matière de ressources humaines avec un recul des moyens sur le terrain au détriment des missions au contact des mineurs et non-association du secteur associatif habilité aux réformes alors qu'il joue un rôle essentiel. Cet état des lieux semble pris au sérieux. Le directeur de la PJJ s'est engagé à flécher les 70 créations de postes pour 2026 vers le terrain et à examiner les possibles redéploiements des postes de conseillers techniques sur le terrain aussi. Deuxième point, nous avons de nouveau alerté sur l'insuffisante diversification des parcours offerts aux mineurs délinquants, les centres éducatifs fermés opérant un effet d'éviction au détriment des autres formes de placement. Là aussi, l'alerte semble être entendue, puisque le jour où notre commission examinait cette mission, vous annonciez, monsieur le ministre, une transformation radicale des CEF, ouvrant la voie à cette diversification nécessaire pour mieux répondre aux profils différents des mineurs délinquants. Notre troisième point souligne le manque de fiabilité des indicateurs d'évaluation de la PJJ, sur le plan qualitatif, d'abord, avec des rédactions imprécises et même trompeuses, à l'exemple du partenariat PJJ-Armée, largement vanté, alors que cela ne concerne que 100 jeunes sur 150 000 mineurs suivis. Sur le plan quantitatif ensuite, du fait des difficultés persistantes liées au déploiement du logiciel Parcours, que nous avions qualifié l'an dernier de naufrage au coût exorbitant et peu efficient. En conclusion, vous l'aurez compris, la PJJ n'est pas l'enfant gâté de la justice et les alertes sont nombreuses, mais nous voulons souligner une prise de conscience certaine et, ce qui est encore plus important, un frémissement de changement de paradigme qui est plutôt encourageant. En conséquence, nous avons émis un avis favorable tout en appelant à la vigilance. Nous examinons aujourd'hui un budget qui progresse. C'est suffisamment rare dans la période pour le souligner, même si nous le savons, il a davantage progressé les années précédentes, mais nous devons quand même noter positivement cette situation. Alors évidemment, lorsqu'on regarde la progression d'un budget, on regarde sa répartition et nous voyons que, comme toujours, la répartition est plus favorable en direction de l'administration pénitentiaire. Vous ne vous départissez pas du tout carcéral. Attardons-nous quelques instants sur la justice judiciaire qui progresse également de 3%. Vous le savez tous, les alertes des professionnels sont unanimes. Nous frôlons l'embolie, qu'il s'agisse de la justice criminelle, de la justice civile, problème d'effectifs, surcharge de travail, délai d'audiencement qui explose. Et nous frôlons, me semble-t-il, sur certains aspects, le déni de justice. Vous tentez, je pense, d'y répondre avec le décret appelé Rivage, et qui fait beaucoup parler de lui et sur lequel peut-être nous aurons l'occasion dans d'autres circonstances de reparler, mais dont on peut penser qu'effectivement il a vocation peut-être à diminuer le volume de procédures civiles. Côté justice pénale, nous ne pourrons pas en parler davantage à l'instant puisque le projet de loi sur votre futur avant-projet de loi est devant le Conseil d'État. Donc à ce stade, vous égrenez parfois dans la presse les éléments que vous voulez proposer, mais nous n'avons pas encore débattu sur le fond des propositions que vous voulez y faire. Face à cette situation, vous ne serez pas surpris, mes chers collègues, que nous proposions un amendement pour tenter de résorber cette embolie. Un certain nombre de lignes rouges dans ce budget ont d'ores et déjà été franchies. C'est d'abord l'instauration du droit de timbre à 50 €. Nous en avons débattu dans cet hémicycle précédemment. C'est également l'article 46 qui met à charge de la personne condamnée les frais de justice au détriment donc de la victime et de la partie civile. Nous en avons également déjà parlé en première partie. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'article 78 qui a vocation à restreindre pour nous de manière périlleuse les expertises obligatoires en matière d'infractions sexuelles, notamment sur mineurs. Nous présenterons un amendement en ce sens. Enfin,
Un sujet qui est peu évoqué dans ce budget, parce que l'objet ne s'y prête peut-être pas, mais sur lequel il serait nécessaire de vous entendre, Monsieur le Ministre, c'est la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Vous le savez, chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes de féminicides ou de tentatives. Toutes les 7 heures, une femme fait l'objet d'une tentative de son conjoint ou de son ex-conjoint, ou conduit à se suicider, ou tente de se suicider. Les remèdes sont connus, ou plutôt expérimentés, en tout cas dans d'autres pays comme l'Espagne. Et pourtant, en France, il faut bien dire que nous avons déjà beaucoup fait, mais que le résultat n'est toujours pas satisfaisant, puisque le nombre de féminicides, après avoir diminué, désormais stagne. Enfin, la lutte contre la criminalité organisée. Vous savez qu'au Sénat, nous avons eu plaisir d'être à l'œuvre pour la loi du 13 juin 2025, narcotrafic, mais il faut bien constater que les décrets ne sont pas au rendez-vous, puisque sur 37 décrets qui doivent être publiés, pas nécessairement tous de votre ministère, Monsieur le Ministre, 5 ont été publiés, 7 sont attendus pour décembre, et vous le voyez bien, nous avons tous ensemble travaillé sur ce sujet, mais si nous ne produisons pas les décrets nécessaires, tout cela ne sera pas suffisant. Donc, vous l'avez compris, nous avons certes une partie de satisfaction, mais néanmoins, elle n'est pas totale. Nous nous sommes abstenus en commission. Nous présentons des amendements sur les centres éducatifs fermés, sur l'article 78 que j'évoquais tout à l'heure, sur les moyens contre les violences sexistes et sexuelles et sur les unités médico-judiciaires, avec un ciblage pour lutter contre l'embolie des juridictions et pour répondre aux besoins de la justice, y compris en outre-mer. Donc, vous l'avez compris, nous continuons de nous battre pour que le service public de la justice soit à la hauteur. Ce n'est toujours pas le cas, indépendamment des efforts budgétaires qui ont pu être faits les années précédentes, mais qui ne sont toujours pas suffisants. Je me concentrerai mon propos sur les 2 programmes qui concernent l'exécution des décisions pénales et l'accompagnement des publics en sous-main de justice, la protection judiciaire de la jeunesse, programme 182, et de l'administration pénitentiaire, programme 107. J'aborderai en premier lieu la protection judiciaire de la jeunesse. Ce programme connaît une situation singulière, monsieur le garde des Sceaux. Vous l'avez rappelé devant la commission des lois du Sénat le 12 novembre dernier, la PJJ est l'administration qui est aujourd'hui le plus en difficulté. Nous partageons ce constat de grande détresse des agents confrontés à une jeunesse plus violente, souvent victime elle-même, et à une perte de sens de leur mission. Or, le projet de loi de finances pour 2026 propose une quasi-stabilité des moyens, avec une progression des crédits de paiement limitée à 0,77%. Si nous notons la création de 70 équivalents temps plein, ce volume apparaît modeste au regard de la situation des services de milieu ouvert et des besoins d'encadrement. Dans ce contexte, l'annonce le 26 novembre dernier d'un moratoire sur les projets de nouveaux centres éducatifs fermés constitue un signal d'ajustement qui nous semble nécessaire. Cela confirme ce que nous disons depuis longtemps. Le modèle actuel s'essouffle. Cette annonce doit cependant trouver sa traduction budgétaire immédiate. Or, le texte qui nous est soumis conserve 6,3 millions d'euros de crédits destinés à l'investissement immobilier pour ces structures. C'est la raison pour laquelle notre groupe a déposé un amendement visant à redéployer ces crédits d'investissement vers le fonctionnement. L'objectif est précis, renforcer les moyens alloués à l'enseignement et à l'encadrement éducatif dans les structures existantes. Il s'agit de privilégier la qualité de la prise en charge sur l'extension du parc. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par le logiciel Parcours, dont le coût final s'élève à 23 millions d'euros, ne sont pas anecdotiques. Au-delà de l'aspect financier, l'absence d'un outil statistique fiable prive le Parlement d'une capacité d'évaluation précise de l'efficacité des mesures éducatives. Il est indispensable que le ministère s'investisse davantage dans la maîtrise d'ouvrage de ces projets structurants. Au-delà de la seule PJJ, l'examen conjoint de ces 2 programmes révèle une logique transversale sur laquelle nous souhaitons exprimer nos réserves. Qu'il s'agisse des mineurs ou des majeurs, l'équilibre budgétaire proposé nous semble consacrer une part trop importante aux dépenses immobilières, au détriment parfois des moyens humains dédiés à la réinsertion. Nous ne méconnaissons pas les impératifs de sécurité, ni la nécessité de moderniser un parc immobilier vieillissant. Les conditions de travail des agents pénitentiaires doivent être une priorité et les mesures indemnitaires prévues vont dans le bon sens. Cependant, la modernisation de la justice ne saurait se résumer à la livraison de mètres carrés supplémentaires. Ce déséquilibre est particulièrement notable pour l'administration pénitentiaire. Le budget du programme 107 est marqué par une hausse très significative des crédits d'investissement, plus 31,7%, portée
par la poursuite du plan 15 000 places et la sécurisation des établissements. Si la résorption de la surpopulation carcérale est un objectif que nous partageons, l'expérience démontre que l'accroissement du parc ne suffit pas à lui seul à endiguer le phénomène. De même, si le schéma d'emploi prévoit 855 créations de postes, ceux-ci sont presque mécaniquement absorbés par l'ouverture des nouveaux établissements pénitentiaires. Ils ne permettent donc pas de renforcer le taux d'encadrement dans les prisons existantes, ni de donner un nouveau souffle aux services d'insertion et de probation. Les crédits d'intervention, qui financent notamment la lutte contre la pauvreté en détention et le tissu associatif concurrent à la réinsertion, demeurent stables à un niveau modeste, 15 millions d'euros. La capacité des services pénitentiaires d'insertion et de probation à accompagner efficacement les personnes placées sous main de justice, notamment en milieu ouvert, reste un point de vigilance majeur. L'efficacité de la peine et la prévention de la récidive reposent avant tout sur la qualité du suivi humain. En conclusion, ce budget présente des avancées indéniables en matière de moyens globaux et acte certaines prises de conscience, notamment sur la justice des mineurs. Il assure la continuité du service public dans un contexte budgétaire contraint. Néanmoins, il ne répond qu'imparfaitement aux enjeux structurels de la réinsertion et du sens de la peine. Compte tenu de ces éléments et sous réserve de l'adoption de notre amendement, le groupe socialiste, écologiste et républicain s'abstiendra sur les crédits de ces programmes.